Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Il existe une exception dans l'Union européenne, en Europe, et cette exception, c'est la Hongrie. Elle s'oppose à l'ère du temps et nous allons comprendre comment Budapest résiste aux pressions à la fois de Washington, de Bruxelles, mais aussi de Kiev. Et nous allons comprendre cela avec Thibaut Gibelin. Thibaut Gibelin, bonsoir. Bonsoir Edouard, merci de m'inviter. Merci d'avoir répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes peut-être le plus hongrois des universitaires français. Vous êtes professeur invité au Matthias Corvinus Collegium de Budapest. Et donc vous avez publié l'essai « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale » en 2020 aux éditions Fauve. Alors bien sûr, la donne a changé en 3 ans. Le conflit ukrainien déchire désormais l'Europe. Mais Orban, selon vous, Thibaut Gibelin, a-t-il changé ou est-il égal à lui-même ? Les conditions de survie de la Hongrie restent les mêmes. Donc il y a la nécessité de multiplier les partenariats, de maintenir une viabilité économique, de maintenir aussi un consensus populaire aussi large que possible, puisque le seul acquis politique solide de Viktor Orban, c'est le plébiscite populaire. En revanche, les conditions ont changé parce que le monde est beaucoup plus instable, beaucoup plus dangereux. Et donc simplement, la manière de manœuvrer à l'intérieur de cette Union européenne et de cet Occident fébrile implique des changements de méthode. Des changements de méthode, donc la donne a changé, vous le confirmez. Pour que tout soit clair pour nos téléspectateurs, voici donc un petit tour d'horizon de l'actualité hongroise. La Hongrie fait figure d'exception en Europe. Alors que les dirigeants occidentaux déroulent le tapis rouge à Volodymyr Zelensky, Viktor Orban se refuse à prêter assistance militaire à Kiev et remet en cause la politique de sanctions contre la Russie menée par Bruxelles. Une posture qui a valu aux dirigeants hongrois d'être qualifiés de pro-Poutine, d'autant plus qu'il a jugé récemment le pouvoir russe fort à la suite de la rébellion Wagner et refusé de qualifier Vladimir Poutine de criminel de guerre. Ces déclarations s'ajoutent à son bras de fer avec le financier George Soros, partisan de la société ouverte, et à ses critiques de la politique migratoire de l'Union européenne. Décidément, Viktor Orban, le dirigeant hongrois, sait se faire des ennemis. Viktor Orban sait se faire des ennemis, évidemment c'est un peu du second degré, mais à vrai dire, l'actualité semble montrer qu'Orban est sur une ligne de crête, peut-être. Par exemple au sommet de l'OTAN de Vilnius, les 10 et 11 juillet dernier, Orban a soutenu l'adhésion de la Suède, de la Finlande, mais moins celle de Kiev. Thibaut Gibelin, commençons donc par cette question de l'Alliance Atlantique. Comment jugez-vous la posture de la Hongrie, de Budapest, de Viktor Orban face à l'OTAN ? Bien, la première question à laquelle il faut répondre, c'est d'où tu parles, camarade. Quelle est la boussole de Viktor Orban dans cette politique ? C'est l'intérêt national hongrois et donc l'intérêt du peuple hongrois sur lequel il base sa puissance, son pouvoir, son action politique. En l'occurrence, l'OTAN, c'est une alliance défensive et c'est un acquis précieux pour un petit pays sans accès à la mer et sans puissance militaire de bénéficier de cette couverture internationale sous la houlette de la plus grande puissance du monde. En revanche, là où Viktor Orban est en opposition avec l'OTAN, c'est quand on veut impliquer la Hongrie dans un projet impérialiste, un projet d'influence planétaire dans lequel l'intérêt hongrois n'a pas de place, mais où un narratif universaliste et où des prétentions hégémoniques, elles, ont toute leur place. Et ce n'est même pas l'intérêt strictement national américain qui est plébiscité à travers cette politique, c'est plutôt l'intérêt de certaines puissances, l'intérêt des grandes entreprises qui doivent nécessairement élargir leur marge de manœuvre, élargir leur marché. Et de ce point de vue, Viktor Orban se fait des ennemis sur le théâtre international à la mesure des intérêts hongrois qu'il défend pied à pied. Vous disiez donc en introduction que Viktor Orban s'appuie sur en tout cas l'électorat hongrois. Est-il soutenu aussi sur la question de l'OTAN ? Alors, il est soutenu sur la question, je dirais généralement, de la sécurité. Cette guerre, vous le savez, elle s'est déclenchée en février 2022 et c'était dans un contexte de campagne électorale en Hongrie. Les élections avaient lieu début avril. La direction stratégique qu'a pris le Fidesz, le parti de Viktor Orban, ça a été paix et sécurité. Cessez le feu à tout prix.
l'Europe n'a rien à gagner au déchaînement de la guerre sur son sol. Et cette approche a rassuré les Hongrois, d'autant que là, comme dans tous les autres pays, il y a un phénomène de légitimation du pouvoir en place, ce qu'on appelle le phénomène du ralliement autour du drapeau. Et en Hongrie, ça a joué d'autant plus que le but était de ne pas faire payer aux Hongrois le bellicisme de certaines tendances politiques occidentales. Donc oui, de ce point de vue, le peuple hongrois, et ce qui est très intéressant, c'est que l'électorat des partis de gauche, des partis libéraux, soutenus par l'Union européenne, cet électorat-là plébiscite à plus de 50% largement la défense de la paix. Donc de ce point de vue-là, le discours public hongrois convainc au-delà de l'électorat du Fidesz. Et vous vivez donc à Budapest, comme on l'a indiqué. Sentez-vous plus de sérénité vis-à-vis du conflit que, par exemple, en Europe plus occidentale ou à Paris, avec le discours dominant, le discours politique, bien sûr, qui est exclusivement, quasi exclusivement en soutien à Kiev? Alors, je ne parlerai pas du tout de moindre inquiétude. L'inquiétude, elle est beaucoup plus forte en Hongrie, parce que c'est un pays limitrophe qui est en guerre. On le verra avec des cartes ultérieurement. L'Ukraine a une frontière avec la Hongrie, et qui plus est, des populations hongroises sur le sol ukrainien. Nous y reviendrons. De plus, cette guerre dans le voisinage en Europe orientale, il faut bien comprendre que ce sont des porosités historiques, géographiques, avec un continuum dans les affres de la guerre que les centres européens ont connu très vite, puisque les millions d'Ukrainiens réfugiés vers l'ouest ont d'abord stationné en Hongrie. Donc ils ont une prescience très claire de ce que ça implique entrer en guerre face à la Russie. Et une connaissance peut-être du monde russe que nous n'avons pas ici en France. Viktor Orban a accordé un entretien au Bild au mois de juin, il y a 3 semaines, un entretien d'ailleurs passionnant que nous recommandons à la lecture à nos téléspectateurs. Il qualifiait le pouvoir russe de stable, comme nous le disions en introduction, et il a essayé de faire preuve, disons, d'une certaine empathie à l'égard du système russe, de comprendre la Russie telle qu'elle se comprend elle-même, qui diffère de la posture occidentale. Orban a aussi refusé de qualifier Poutine de criminel de guerre. Cela fait-il d'Orban un pro-Poutine, comme certains le laissent entendre? Alors, Viktor Orban n'est pas du tout pro-Poutine, il n'est pas du tout pro-russe. Vous avez tout à fait raison de mentionner que ces pays d'Europe centrale ont une connaissance de la Russie, et pour une raison très précise, c'est qu'ils ont eu sur le dos la domination de l'URSS, donc de la Russie soviétique, pendant 45 ans de guerre froide. La connaissance qu'a Viktor Orban de la Russie, c'est aussi et d'abord celle d'un dissident nationaliste hongrois dans les années 80, un moment où le bloc de l'Est s'essouffle avant de s'effondrer, et donc la connaissance de ce qui peut marcher vis-à-vis de la Russie. Et le fait que l'opposition radicale, le jeu de la guerre ouverte, s'est soldé en 1956 par les Hongrois par un désastre. Ce n'est pas la première fois que les Hongrois ont été confrontés à ce rouleau compresseur russe. C'était évidemment le cas à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était aussi le cas dans ce fameux printemps des peuples au XIXe siècle, en 1848-49, où la monarchie autrichienne s'est associée, a fait jouer son alliance avec la Russie pour que les Cosaques écrasent la rébellion, la guerre d'indépendance hongroise. Donc le rapport de Viktor Orban à la Russie, c'est d'abord une profonde méfiance. C'est deuxièmement la connaissance empirique que ce voisinage russe est là pour toujours. C'est une évidence géographique. Donc il faut savoir s'entendre, coopérer, décider de la bonne distance. Viktor Orban, dans l'article de Bild au Bild que vous citiez, défend et promeut la renégociation d'une architecture de défense dans laquelle, autant que possible, l'Ukraine soit sanctuarisée. Mais ce doit faire l'objet d'une négociation, et ce n'est pas dans le rapport de force militaire que cette négociation se soldera à l'avantage de l'Ouest et de l'Ukraine. Alors, vous évoquez justement la posture d'Orban qui est
peut-on dire tempéré, peut-être. À quel point s'oppose-t-il à la politique occidentale, à la politique de défense occidentale? Budapest aussi dénonce la politique de sanctions, mais a voté tous les paquets de sanctions depuis plus d'un an. Comment expliquez-vous cet entre-deux? Alors, Viktor Orban ne s'oppose pas tant qu'il entend apporter une contribution positive. C'est-à-dire que pour la défense européenne, il promeut quelque chose qui est assez en convergence avec ce que certaines élites françaises promeuvent également, c'est l'intérêt stratégique de l'Europe continentale, une certaine autonomie stratégique, et dans laquelle la défense française et son industrie militaire ont un rôle prépondérant. De ce point de vue-là, Viktor Orban entend s'associer à cet effort, pourrait-on dire néo-gaullien. Quant aux sanctions, il s'agit de constater que ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que les sanctions vis-à-vis de l'économie russe avaient deux buts. C'était d'une part mettre à genoux l'économie russe, on se souvient des propos du ministre français de l'économie et des finances, et deuxièmement, d'enrayer l'effort de guerre de la Russie. Les deux ont échoué. Donc la question qui se pose, c'est... en train de négociation. Absolument. Et les deux ont échoué. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue alors qu'il est parfaitement établi que ces sanctions causent des troubles énormes à l'économie européenne. D'autant que le discours punitif vis-à-vis de ces sanctions s'est accompagné d'une redistribution à l'échelle mondiale qui fait que c'est l'Europe qui elle-même s'est isolée, s'est mutilée. Donc il s'agit, dans l'intérêt européen, dans l'intérêt, on peut même le dire occidental, de repenser intelligemment notre approche, de défendre nos intérêts et de nuire aux intérêts de notre adversaire. Alors, Budapest semble moins s'isoler que le reste de l'Europe. On pense à évidemment sa politique énergétique. Il y a un lien entre Moscou et Budapest. D'ailleurs, nous pouvons le voir concrètement sur cette carte réalisée par Choc du Monde, où l'on aperçoit le pipeline, le gazoduc Druzhba, Amitié, qui donc provient de Russie, qui traverse l'Ukraine et qui arrive en Hongrie, enfin entre autres en Hongrie. Évidemment, Budapest recevait déjà du gaz avant le conflit et continue d'en recevoir. Est-ce une dépendance à l'égard de la Russie qui explique la politique hongroise? Je dirais que c'est plus largement une dépendance vis-à-vis de la géographie. À l'époque de la guerre froide, la Hongrie était le cul-de-sac de l'Empire soviétique. La Hongrie ne souhaite pas être le cul-de-sac de l'Occident. De manière générale, l'Europe centrale est dans cette situation d'intermédiaire et s'isoler, se couper, devenir simplement les confins du monde atlantique, ce n'est pas du tout leur intérêt. Vous parliez en effet de partenariats énergétiques, il y a des partenariats énergétiques tous horizons. Votre carte le montre d'ailleurs, il y a beaucoup de gaz de la Caspienne qui vient d'Azerbaïdjan. Et cette interconnexion, Viktor Orban entend la défendre encore. Vous avez aussi des terminaux gaziers qui sont en construction dans l'Adriatique, sur la côte croate, l'île de Kerk. Vous avez la volonté de démultiplier les partenariats. Viktor Orban s'est rendu au Qatar récemment pour avoir aussi des contingents, des stocks de gaz naturel liquéfié du Golfe. Donc, dans cette approche, Viktor Orban comprend très bien que l'intérêt de la Hongrie, ce n'est pas de rester dans une dépendance trop marquée vis-à-vis de la Russie, mais c'est simplement de conserver ces infrastructures qui ont coûté extrêmement cher et qui sont maintenant rentabilisées, et d'en ajouter d'autres. De plus, l'approche hongroise, c'est de bien faire observer que l'énergie est à la base de l'activité économique et de la croissance industrielle. Or, la Hongrie et les autres pays d'Europe centrale sont en croissance industrielle constante depuis 25 ans, alors que l'Europe occidentale latine décroît. Et c'est l'Allemagne au milieu qui tire les marrons du feu. Alors, cette situation appelle pour les Hongrois une réponse claire, c'est que le but de la politique internationale, le but de la politique énergétique, c'est de maintenir et d'augmenter notre marge de manœuvre sur le plan énergétique. Il y a un point sur lequel Budapest peut s'opposer à Kiev, régulièrement se plaint des mesures prises par l'Ukraine. Ça concerne la Transcarpathie. La Transcarpathie, c'est cette petite région au sud-ouest de l'Ukraine que nous pouvons voir encore sur une carte réalisée par Choc du Monde. Budapest, d'ailleurs, a invoqué une enquête de la Commission de Venise en juin pour reprocher à l'Ukraine de ne pas respecter les droits de sa minorité que l'on peut voir en vert, donc plutôt à l'ouest, au sud-ouest
de l'Ukraine. À quel point Orban, Budapest peuvent-ils conditionner l'entrée de l'Ukraine en défendant cette minorité et donc en soulevant ce problème ethnique qui peut d'ailleurs s'apparenter quelquefois à la défense par la Russie des minorités russophones, enfin minorités, pas tant que ça d'ailleurs, d'Ukraine de l'Est ou à l'Est de l'Ukraine? Eh bien, c'est très important en effet de présenter ces réalités, cette complexité ethno-culturelle et linguistique dans la région, parce que l'Ukraine est un État immense, très étendu d'est en ouest, avec de grandes disparités. L'Ukraine est un État assez récent, évidemment, et la minorité hongroise que l'on voit en effet à l'extrême ouest est présente depuis 1000 ans, depuis les 1000 ans d'Ukraine. Et même, vous voyez, la région rosée qu'on voit autour et au-delà donc du vert, c'était ce qu'on appelait, c'est la Ruthénie subcarpatique, qui faisait partie du royaume de Hongrie jusqu'en 1920. Donc on est sur une population qui n'est pas ce qu'on connaît en Europe occidentale, des immigrations récentes, des minorités avec des revendications nouvelles qui contestent une tradition historique. On est au contraire sur des populations dépositaires par la coutume, par des droits historiques, de certains droits. Et l'État ukrainien, de ce point de vue, est très moderne. L'Ukraine est en fait peut-être la dernière nation européenne en genèse, en formation, et qui s'affirme, comme d'autres nations au XIXe siècle, par une approche très, très jacobine, très centralisatrice, et qui entend dépasser, assujettir toute la diversité inhérente à l'histoire, pour en faire un projet contractuel d'hommes et de citoyens identiques. Et ça, la Hongrie le refuse. La Hongrie entend ramener à la raison l'Ukraine en défendant d'une part ce qui relève des droits historiques, mais aussi des plus élémentaires engagements internationaux dont l'ONU est garant. Et de ce point de vue, c'est très difficile d'attaquer la Hongrie dans cette démarche-là, puisqu'elle est du côté de l'état de droit, elle est du côté de la défense des minorités, elle est du côté du droit international de manière générale. Oui, ça s'aligne parfaitement avec les principes de l'Union européenne. C'est parfaitement les principes de l'Union européenne, et c'est donc au nom des principes de l'Union européenne que la Hongrie refuse, d'autant qu'il faut bien saisir que cette minorité est petite, c'est 120 à 150 000 habitants, c'est une minorité en déclin parce que la population hongroise est attirée par les standards de vie plus élevés en Hongrie à proprement parler, et vous avez un nationalisme assez étriqué et véhément qui refuse qui refuse en Ukraine le droit aux minorités d'exister selon leurs coutumes. Évidemment, vous avez raison de le mentionner, c'est aussi le cœur du litige avec la Russie, sauf qu'en Russie, il y a aussi un contentieux historique et la volonté de bâtir la nation ukrainienne précisément en opposition à la Russie. Il y a un autre pays, une comparaison entre la Hongrie et un autre pays de la région qui est assez frappante, c'est la Pologne. Comment expliquez-vous cette divergence de vue, en tout cas apparente, entre Budapest et Varsovie face au conflit ukrainien ? C'est d'abord, encore une fois, une question de taille et de géographie, de poids et de mesure, parce que la Pologne est 4 fois plus peuplée que la Hongrie. Cependant, elles ont des éléments de similitude évidents, puisque ce sont 2 vieux États de la chrétienté occidentale, et de façon générale, une amitié historique les lie. Mais la Pologne a vis-à-vis de l'Ukraine un certain complexe de supériorité. La Pologne, à l'époque de la République des 2 nations, une période fort longue, s'est étendue très loin dans les confins ukrainiens, jusqu'à Poltava, etc. Et elle considère que la manière de se préserver de l'hégémonie russe, c'est d'avoir la plus grande influence possible dans les confins orientaux. Voilà. La Hongrie a une autre approche. La Hongrie sait qu'elle est un pays de taille moyenne et qu'elle doit jouer entre différents hégémones. Elle doit jouer entre l'hégémone ottoman, turc, elle doit jouer avec l'hégémone russe et l'hégémone allemand. Et la façon que la Hongrie a de se situer dans cette triangulation, c'est de ne pas dépendre complètement de l'un ou de l'autre, c'est de garder une marge de manœuvre. La Pologne, elle a la volonté d'être
un pôle, d'être éventuellement le champion de cet intermarium, donc d'un immense espace qui pourrait damer le pion à la fois à l'Allemagne et à la Russie. Bon, il y a un acteur crucial dans la région, ça reste évidemment Washington, nous l'avons déjà évoqué avec l'OTAN. L'ambassadeur américain, l'ambassadeur Pressman, participe, je suis navré de vous ramener ainsi à l'actualité, mais par exemple à la Gay Pride de Budapest, pour critiquer les politiques de Budapest qu'il juge homophobes. Comment Orban, comment la Hongrie parvient-elle à résister, ou à quel point parvient-elle à résister à ces pressions de Washington ? Alors, c'est assez simple. Vous avez en effet aujourd'hui le pouvoir médiatique qui est considérable, et ça fait très mauvais effet quand l'ambassadeur des États-Unis, première puissance du monde, puissance tutélaire du monde occidental, vous fait des reproches. Mais ce sont des reproches parfaitement, je dirais, non contraignants. Il faut simplement s'assurer qu'on a la force de caractère d'être dans l'opposition parce qu'on défend ce qu'on estime juste et on défend ce qui fait consensus dans la société hongroise, c'est-à-dire que les caractéristiques d'une société hétéronormée, basée sur des valeurs traditionnelles, remportent fait consensus de très largement. Donc la politique hongroise, en fait, c'est même pas depuis 2010, date du retour de Viktor Orban au gouvernement, mais dès 1998, lors du premier mandat de Viktor Orban, alors jeune 2002. Premier ministre, 98-2002. 98-2002, puis 8 ans dans l'opposition. Dès cette période-là, le Fidesz s'est rendu compte que, quoi qu'il fasse, on disait beaucoup de mal de lui. Il n'était jamais assez à gauche. Donc aujourd'hui, la démarche assez critique de l'ambassadeur des États-Unis en Hongrie accuse simplement la rupture idéologique, cette espèce de schisme sur le sens même de ce qu'est la civilisation à l'intérieur de l'Occident, assure un schisme entre ce qui est l'Europe dans sa dimension traditionnelle et puis un projet d'homme nouveau. Et de ce point de vue, il suffit de convaincre à l'intérieur de la société civile hongroise. Il s'agit d'avoir une communication politique, d'avoir une vie culturelle qui maintienne ces référents traditionnels. Et c'est ce à quoi s'emploie la Hongrie, évidemment. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de complaire à la communication de la diplomatie américaine, on essaie de renforcer les anticorps culturels de la Hongrie majoritaire. Budapest s'oppose aussi à Bruxelles, notamment sur la politique migratoire, sur la politique de l'asile, de répartition des migrants à travers l'Union européenne. Vous pensez que cette opposition se base aussi sur ce rejet d'un homme nouveau qui serait véhiculé par l'ensemble de l'Occident, dont Bruxelles ? Bien sûr. De ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez dérangeant pour les Hongrois, même de considérer que les migrants qu'on voudrait leur imposer par quota n'est pas de valeur propre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ces gens-là ont une dignité humaine, c'est simplement parce que c'est un chiffre et qu'il faut remplir des cases. Le rapport, je dirais, à l'identité qu'ont les Hongrois, c'est-à-dire qu'il y a une très haute idée de leur culture nationale, du caractère unique de leur langue et de leur culture, fait qu'ils perçoivent aussi les autres pays comme un ensemble, une part de la mosaïque humaine qu'il faut respecter, préserver et exalter, simplement chacun, je dirais, chez soi. Cependant, la question migratoire en Hongrie est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que ces quotas sont une manière de dépasser complètement les États-nations, d'avoir un agenda supranational, globaliste, qui dispose des peuples et des pays. Ça, la Hongrie n'en veut pas. Mais, je vous le disais, la Hongrie, comme d'autres pays d'Europe centrale, a une puissante croissance industrielle. Or, elle manque de travailleurs, puisque les générations assez maigres de ces dernières décades entrent sur le marché du travail et ne remplacent pas les départs en retraite. Et donc, vous avez des travailleurs invités qui sont en Hongrie pour une brève période. C'est une forme d'immigration. Cette immigration-là, elle n'intéresse pas, en fait, les élites européennes. D'abord parce qu'en fait, elle va d'elle-même, il faut que tout le monde travaille partout sur Terre, etc. Mais en plus, elle n'accompagne pas un projet politique d'assujettissement des États-nations. Et de ce point de vue, ce n'est pas une plus-value solide pour les élites de Bruxelles aujourd'hui.
Il y a aussi un adversaire de Viktor Orban que l'on connaît relativement en Occident, George Soros pour ne pas le nommer, financier et d'origine hongroise aussi, qui dirige l'Open Society, une immense fondation. Orban a connu dans les années 90 George Soros et l'Open Society a officiellement quitté la Hongrie en 2018. Était-ce une victoire, mais à quel point était-ce une victoire de Viktor Orban ? Alors, la première victoire, elle précède le départ d'Open Society. La première victoire consiste à avoir donné à l'opinion publique hongroise une figure très facilement identifiable de l'ennemi. Cet ennemi, il n'est pas américain, puisqu'il se réclame d'être sans frontières. Et comme il est d'origine hongroise, il est né en 1930 en Hongrie, George Soros, eh bien, c'est une facilité supplémentaire pour l'identifier. Et c'est une manière d'attaquer dans ses fondements les accès universalistes, les accès plutocratiques, etc., mais sans se mettre exactement en froid, ni avec Washington, ni avec Bruxelles. C'était ça la première grande victoire. Ensuite, George Soros a rapatrié ses activités, en effet, depuis Vienne, mais c'est une myriade de fondations, c'est quelque chose de très précisément liquide. C'est très difficile d'identifier la manière dont l'Open Society pèse concrètement et quels sont les atouts et les ramifications et les succès qu'on pourrait quantifier. En revanche, George Soros, ça c'est quelque chose de très intéressant, parce que nous évoquions l'ambassadeur américain, M. Pressman, en Hongrie. Mais l'ambassadeur des États-Unis est lié à son pays et il a, je dirais, un rapport étroit avec la politique nationale américaine. Pour George Soros, c'est différent. Et donc, Viktor Orban préfère ménager, il ménage tout à fait l'ambassadeur des États-Unis, puisqu'il s'agit de garder des relations les plus cordiales possibles avec un partenaire aussi incontournable que les États-Unis. En revanche, vis-à-vis de George Soros, il y a une véritable, je dirais, école, un véritable modus operandi de la subversion qui a pu être déconstruit. Et très récemment, il est paru en Hongrie un dictionnaire Soros, ce qui a environ 600 entrées et qui définit le système, les moyens, les objectifs de ce qui a été identifié comme le mondialisme personnifié. Et là encore, c'est évidemment une simplification. C'est de l'ordre de la bataille métapolitique et de communication politique, mais ça a l'atout d'être compris par les Hongrois du quotidien, même s'ils sont peu versés dans la relation internationale, etc. Alors Thibault Gibelin, je vais conclure de manière beaucoup plus subjective. Vous êtes français, nous l'avons évoqué, vous êtes expatrié en Hongrie. Qu'avez-vous trouvé à Budapest, en Hongrie, le pays pour lequel vous semblez avoir une certaine affection ? Eh bien, je dirais que c'est une nation d'Europe, et en tant que Français, on peut se projeter dans une nation sœur de façon assez aisée. Je dirais que ça ne m'a pas du tout coupé de la France. Au contraire, c'est le sens de mes recherches, de ce qui me plaît en Hongrie, c'est de ramener chez nous des qualités, des outils dont nous avons perdu l'initiative. Voilà. Et c'est une manière peut-être de remettre en perspective ce qu'est véritablement la civilisation européenne, c'est-à-dire ce foisonnement de nations qui, par la mise en assonance de leurs différences, dégage cette magnifique complémentarité et cet ordre civilisationnel qui demeure aujourd'hui plus précieux que jamais. Remettre en perspective la civilisation européenne, eh bien ce sera le mot de la fin. Thibault Gibelin, merci beaucoup pour vos éclairages, merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation de Choc du Monde. Je remercie les téléspectateurs de TVL. N'oubliez bien sûr pas de partager, d'aimer, de commenter cette vidéo et évidemment de parler de Choc du Monde, la nouvelle émission de prospective et des crises internationales de TVL autour de vous. Merci à tous. Sans plus tarder, au nom de toutes les équipes de TVL, un formidable merci. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas totalement bouclé notre budget, mais le plus dur est dorénavant derrière nous. Cependant, au cours de ce mois, nous avons pris toute une série de mesures visant à une plus stricte maîtrise des dépenses. Se serrer la ceinture sans toucher à l'essentiel, le développement des programmes de TV Liberté
et la politique d'investissement dans cet outil devenu, et c'est un exemple parmi d'autres, une formidable école de journalisme professionnel en action. Ceci étant dit, votre mobilisation est remarquable. D'autant plus que la situation économique des Français se dégrade encore. Nous payons. Retraite, nous payons. Conflit en Ukraine, nous payons. Émeutes barbares, nous payons. J'arrête là la trop longue liste. Je profite aussi de ces remerciements pour répondre rapidement à une question qui revient souvent. Pourquoi faire ces appels aux dons qui peuvent lasser certains téléspectateurs et qui donnent aussi des sueurs froides aux journalistes et techniciens de TVL dans l'attente des résultats? La réponse, elle est toute simple. Le financement participatif est le gage de notre indépendance. Le don direct de nos téléspectateurs nous protège des banques et des lobbies, d'un propriétaire milliardaire qui fait pression sur les rédactions, on en connaît, de l'argent de l'État qui sert à sauvegarder les intérêts de l'extrême centre et imposer l'idéologie de l'extrême gauche, ces deux-là s'entendent comme larrons en foire. Nos campagnes de dons permettent aussi de proposer les programmes de TVL gratuitement et sans passer sous les fourches codines des annonceurs et de leur publicité woke. Le don des téléspectateurs constitue donc un système vertueux qui garantit la liberté. C'est ce système qui permet à TVL de devenir votre chaîne généraliste de proximité, menant un travail, un engagement de service public contre les mensonges politiques et les hystéries de la caste médiatique. TVL prouve chaque jour que le combat contre ces entités n'est pas une mission impossible. Merci à vous, à notre communauté de donateurs que je vous invite évidemment à rejoindre. Bon été sur TV Liberté.